Bonjour Yves Roucotte, vous êtes professeur des universités, philosophe des sciences et vous venez de publier Le bel avenir de l'humanité qui explique les avancées fantastiques des nanotechnologies, de l'intelligence artificielle et des biotechnologies. Face à la crise sanitaire du coronavirus, vous avez été un lanceur d'alerte, demandant le confinement total, des masques et des tests et vous avez durement critiqué la gestion technocratique du gouvernement français. Pourquoi y a-t-il eu tant d'erreurs dans la gestion de cette crise et quels sont vos conseils scientifiques pour l'affronter? Bonjour madame, merci de m'avoir posé cette question. Bah, D'un côté, nous sommes en effet en face d'une crise sanitaire mondiale sans équivalent depuis la grippe espagnole, qui a tué, qui tue encore et tuera probablement encore, et puis qui meurtrit aussi parfois définitivement des gens qui ont été sévèrement atteints. De l'autre côté, nous avons aussi affaire à une gestion de crise irresponsable et incohérente sans précédent depuis 1940. Et en plus de cela, cette technostructure, au lieu de reconnaître son erreur, car après tout l'erreur est humaine, avec une morgue incroyable, une mauvaise foi épouvantable, prétend que ceux qui sont malades le sont par leur faute, parce qu'ils n'ont pas pris les bonnes mesures qu'il fallait prendre. Rappelez-vous, ils ont prétendu par exemple qu'il suffirait de tousser dans son coude, de se tenir à 1 mètre de distance, de se laver les mains pour éviter le coronavirus. Cette ligne Maginot n'a jamais tenu, elle ne tient pas. C'est une absurdité scientifique. L'expérience chinoise, depuis le 27 février, a démontré ce que les laboratoires disaient de leur côté. Elle a démontré aux yeux du monde entier que la seule façon de lutter contre le coronavirus, c'est de se confiner quand c'est possible, d'être confiné. Et de l'autre côté, c'est si on doit avoir des contacts avec l'extérieur, si c'est avec les objets, c'est de porter des gants, si c'est avec les êtres humains, c'est de porter des masques. Ce sont les solutions pour prévenir. C'est très important. Parce que, évidemment, l'expérience de Corée ou chinoise, elle est appuyée sur tout simplement des faits scientifiques avérés. Le coronavirus se transmet par l'air, même si vous toussez pas. C'est une découverte qui date de 1880 sur les virus et la transmission des virus. Les gouttelettes, on les appelle les gouttelettes de Flug, parce qu'elles ont été découvertes par Karl Flug en 1880, parce qu'il se demandait comment les virus ou les bactéries pouvaient être transmises d'individu à un individu sans contact. En fait, c'est par contact, mais de ces gouttelettes dans l'air. Et la question qui se pose, c'est combien de temps ces gouttelettes restent dans l'air? On laisse la bureaucratie imaginer qu'à 1 mètre de distance, il n'y a pas de vent, il n'y a rien, et que, bien sûr, ça ne bouge pas. Mais la question, c'est que même qu'il y ait du vent ou il n'y ait pas de vent, c'est même pas vraiment le problème. La vérité, c'est que les gouttelettes restent dans l'air jusqu'à 3 heures. Vous êtes à 100 mètres de quelqu'un, il est à 100 mètres de vous, 3 minutes après, ou 10 minutes après, ou 2 minutes après, qu'importe, vous passez là où il a parlé, vous pouvez être contaminé. Jusqu'à 3 heures. Même si, bien sûr, la contamination baisse au fur et à mesure du temps. Cela a été attesté aussi dans les laboratoires. On a fait des expériences. Par exemple, l'Anesthesia Patient Safety Foundation, le 12 février, a produit ses travaux. Pas qu'elle. C'est une certitude absolue, un savoir. Nos postiers, nos livreurs, nos caissiers, comme nos médecins, nos infirmiers, doivent avoir un masque. Et d'ailleurs, il est absolument incohérent que ce gouvernement ait dit que les médecins avaient un masque, tout en disant en même temps que ça servait à rien. Comment ont-ils pu dire que ça servait à rien et demander aux médecins d'en porter? C'est absurde, si ça sert à rien, il ne faut pas en porter. Et si ça sert par les médecins, ça sert pour tout le monde. La vérité, c'est que ils ont prétendu, ces technocrates, que
le virus était tellement petit qu'il ne pouvait pas être atteint. Et puis ils ont convaincu la population. Oh bah oui, c'est petit, donc un masque, bon, ça passe à travers. Hein. D'abord, il n'est pas si petit que ça comme virus, mais enfin bon, c'est vrai qu'il est petit. C'est un des plus gros virus qui existent. Un des plus gros coronavirus qui existent. Il fait 0,125 microns. Un micron, c'est 1 millionième de mètre. 10 puissance moins 6, comme on dit. Mais il n'empêche, d'abord, il se balade souvent dans des gouttelettes. Et puis, à part cela, les expériences scientifiques sont absolument sans appel. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais une seule suffira. Par exemple, l'Institut de santé des Pays-Bas. L'Institut de santé des Pays-Bas qui a démontré que les masques FFP arrêtaient plus de 98% des coronavirus. Plus de 98%, jusqu'à 100%. Même les masques en coton arrêtent de 60% à 100%. Même un mouchoir bien serré autour de vous arrête jusqu'à 28% des coronavirus. Parce que c'est ainsi. Parce que le coronavirus, souvent, il ne se propage pas comme ça. Vous voyez, il est associé à d'autres éléments, qu'importe. C'est un fait. Et c'est pour ça que c'est efficace. Au lieu de commander des masques, notre technocratie, elle a attendu la phase 2, vous vous souvenez de ça. Puis ensuite, on va attendre la phase 3. Et puis vous aviez une ministre de la Santé qui vous expliquait doctement que tant que la phase 3 n'était pas arrivée, c'était pas la peine de faire de confinement et les masques étaient inutiles de toute façon. Alors que dans le même temps, en Chine et en Corée, il y avait des centaines de milliers de personnes qui échappaient à la maladie grâce à ça. Il y a un deuxième mode de transmission du virus. Et c'est pour ça que vous ne devez pas simplement porter des masques. Vous, les livreurs, mais aussi les habitants qui recevez les cartons, les sacs. Le virus se transmet aussi par les métaux et le plastique. Là encore, ce sont des travaux sérieux. J'en cite qu'un seul, mais il y en a d'autres. Par exemple, celui du centre dirigé par Vincent Munster, du centre de virologie d'Hamilton, en Alabama, qui est lié à celui de Princeton et à UCLA, en Californie, qui a démontré que le coronavirus pouvait rester jusqu'à 3 jours sur le plastique, jusqu'à 3 jours sur l'acier, jusqu'à 4 heures sur le cuivre, jusqu'à 1 journée sur le carton. Ça veut dire que quand vous recevez un carton chez vous, un plastique, si vous n'avez pas de gants, vous allez avoir coronavirus sur le gant. Alors évidemment, si vous allez vous laver les mains tout de suite, peut-être que vous allez y échapper. Ben, vous savez, on se gratte facilement, inconsciemment. Hop, vous la mettez sur votre joue. Hop, puis à un autre moment, il reste un peu, et hop, vous le mettez. Voilà. Vous l'introduisez dans votre corps. Le coronavirus reste en moyenne 16 heures sur le plastique, en moyenne 12 heures sur l'acier, jusqu'à 1 jour. Jusqu'à 3 jours, pardon. C'est un fait établi. Donc les gants sont obligatoires. Donc quand vous recevez des produits, mon conseil c'est, vous les recevez dehors, les produits, vous essayez de ne pas avoir de contact avec le livreur, avec celui qui vous l'a amené, vous enlevez le carton, vous allez le jeter avec des gants vous nettoyez au savon ensuite, vous découpez vos plastiques, vous allez toujours laver vos gants au savon et à l'eau chaude, 60 degrés au moins. Vous prenez ensuite, vous enlevez vos gants, le cas échéant, vous pouvez garder vos gants, vous prenez vos aliments, vous les mettez dans un autre sac, vous les montez chez vous, et ainsi, vous prenez un minimum de risque. Non seulement le gouvernement n'a pas pris la mesure de la nécessité d'aller commander des masques, mais en plus de ça, de manière incroyable, il n'a pas pris la mesure d'aller commander des tests. Nos voisins allemands utilisent à peu près 400 000 tests par semaine. Nous en avons 15 000 à 18 000 par semaine.
Mais les tests experts, technocrates, ça sert à prévenir si quelqu'un est atteint du coronavirus, porteur sain par exemple, eh bien on va l'isoler comme ça va permettre d'éviter qu'il transmette le coronavirus par exemple à sa famille, à ses proches. Et puis si on voit qu'il tousse un peu et qu'on voit que c'est le coronavirus, ça permet tout de suite de mettre en place des procédures plus fortes pour lui permettre de subsister. Prévenir, c'est important. Et ça permet aussi de guérir. C'est comme ça qu'on endigue, par exemple, en Chine, dans les quartiers, il y a quelqu'un, on voit qu'il est porteur, ou en Allemagne, on voit que quelqu'un est porteur, tout de suite on l'isole, on regarde qui l'a contacté, ça permet de pister un peu l'environnement et de réduire les risques. Où sont les tests? Où sont les masques? Où est la consigne de porter des gants quand on prend des objets? Ça n'existe toujours pas. Toujours pas. Nous sommes aujourd'hui fin mars. Non seulement ça n'existe pas, mais ce gouvernement a décidé de faire voter le 15 mars. Je répète, nous savions par exemple les travaux d'Hamilton, de l'équipe de Vincent Munster, sont publics depuis le 9 mars et le 13 mars sur tous les sites. Les travaux d'Harvard, qui sont dans le même sens que ceux de Princeton, de Lukley et d'Hamilton, sont aussi en accès libre pour tout le monde. Or, et moi je fais partie de ceux qui ont protesté, et d'ailleurs, je n'étais pas le seul à lancer l'alerte. Je protestais 2 semaines avant, en disant « faut arrêter les élections tout de suite, voilà ce qui se passe ». Des hommes politiques tout à fait sérieux ont fait de la même manière. Je ne parle pas de tous les savants qui, bien sûr, pour certains m'ont précédé, d'autres ont suivi, mais qu'importe. On est tous dans le même bateau, c'est pas de... Il y a des hommes politiques tout à fait compétents qui ont dit la même alerte en France. Je ne vais pas les citer tous, mais ils ont été nombreux. Autour de François Bayrou, autour des libéraux, autour de la gauche, qui croit au progrès, qui croit aux sciences, des socialistes, certains... À extrême gauche, à extrême... Qu'importe. Le point de vue politique ici n'importe pas. Si quelqu'un dit 2, 3 font 5, je me moque de savoir quel parti il appartient. 2, 3, ça fait 5. Des masques, c'est obligatoire. Il fallait reporter les masques obligatoires. Les gants, c'est obligatoire. Ça se transmet par les airs. Le confinement, il faut le faire. Et c'était une bonne chose que de le faire. Et il ne fallait pas appeler aux élections, au vote le 15 mars. Le 15 mars, c'est une catastrophe nationale. Au nom de la démocratie, on a vu des gens pavaner sur les médias pour expliquer que si on ne tenait pas ces élections, la démocratie était morte. Non, surtout ce qui était mort, c'est les gens qui, le cas échéant, allaient voter. Parce que, par quel miracle élyséen, le coronavirus aurait-il disparu des isoloirs avec les fameuses gouttelettes de Floog? Elle est disparue, hop, un coup de baguette magique. Par quel miracle il n'y avait pas de coronavirus possible sur les enveloppes? Par quel miracle les assesseurs, en parlant, ne développent pas eux-mêmes, s'ils étaient atteints, même porteurs sains, ce coronavirus, ne le portaient pas dans l'espace? Et puis, moi, je pense à tous ceux qui sont allés avec une vertu civique incroyable. Moi, j'y suis pas allé. Je ne suis pas allé voter non plus. Parce que je savais le risque, je ne voulais pas le prendre. Et je savais que la démocratie n'était pas menacée. Mais moi, je pense à tous ceux qui sont allés dépouiller. Ces gens de bonne foi, gentils, sympas, souvent âgés, qui se sont trouvés avec d'autres gens, auprès des mêmes tables. Souvent, je pense à eux, je me dis, mais peut-être que certains aujourd'hui qui sont en train de mourir ont été touchés ce jour-là, parce que ça a été un jour énorme, où une masse incroyable de Français a rencontré une masse incroyable de Français, le 15 mars. Et le 16 mars, la même bureaucratie, technocratie experte expliquait qu'il valait mieux rester chez soi. Attendez, il y a eu le virus a muté dans la nuit du 15 au 16.
Tous les laboratoires du monde se sont moqués de la France et de ce gouvernement. Il y a même eu des émissions pour ridiculiser ce gouvernement jusqu'au Royaume-Uni. Tellement c'était débile. Excusez-moi de l'expression. Tellement c'était incroyablement stupide. Les meilleurs alliés de cette technocratie ignare, je dois le dire aussi, ont été les archéo-écologistes, je les appelle comme ça. Les idolâtres de la nature et de la terre. Parce qu'en fait, ils alimentent l'ignorance, ils alimentent le refus du progrès, ils alimentent le mépris des scientifiques et des sciences. Cette idolâtrie de la nature qu'on voit chez un Nicolas Hulot, chez une Greta, dont je préfère ne même pas parler. Elle vient d'où? Elle est fondée sur quoi? Le virus, c'est pas naturel? Mais depuis 3,3 millions d'années au moins, je l'ai rappelé dans mon livre « Le bel avenir de l'humanité » où je décris précisément la lutte de l'humanité par rapport à cette nature qui pour une partie est marâtre, pour une partie le conduirait à mourir s'il ne résistait, s'il ne la transformait, s'il ne la dominait. Parce que si l'humain ne domine pas les oiseaux, les poissons, la terre, tout ce qui s'y trouve, il est mort. L'humain, depuis qu'il existe, il affronte les virus, les bactéries, les champignons mauvais qui viennent sur la peau, qui se développent, les tsunamis, les volcans, les tremblements de terre, les animaux qui veulent le prendre comme nourriture. L'humanité, depuis qu'elle existe, elle ne peut survivre qu'en transformant la nature, qu'en essayant de la maîtriser. Elle ne peut survivre aussi qu'en créant des civilisations, des cultures, comme par exemple aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, où une solidarité incroyable s'est manifestée envers les infirmiers et les médecins, tous ceux qui nous aident, et tous ceux qui d'une certaine façon nous aiment. L'humanité, depuis qu'elle existe, elle essaye de soigner son corps, de l'améliorer, de le perfectionner, tandis que ces idolâtres de la nature et cette technostructure ne cessent de freiner la révolution des technologies, des biotechnologies par exemple. L'avenir, c'est dans les vaccins, c'est dans les sciences, c'est dans le progrès, c'est dans les armes contre les virus, contre les bactéries qui nous menacent, contre tous les microbes qui peuvent demain nous tuer. C'est ça l'avenir, contre les maladies dégénératives, les maladies génétiques, naturelles aussi. L'idolâtrie de la nature a été le meilleur allié de la technocratie. Et ce que je trouve incroyable, c'est qu'avec la même morgue, ces idolâtres de la nature, comme ces idolâtres de l'État, sont en face de nous et nous donnent des leçons. Moi, je fais partie de ceux qui disent que l'humanité est et doit avoir pour souci premier sa nature à elle. La nature humaine, c'est sa nature créatrice. La nature de l'homme est de transformer l'homme, de maîtriser le monde. Préserver la nature, c'est d'abord préserver la nature humaine, c'est d'abord préserver l'humanité. L'humanité d'abord, l'humanité d'accord. C'est ça le sens de ce défi que nous a laissé ce Covid-19. Nous allons l'abattre parce que nous allons utiliser les armes des sciences et du progrès et notre solidarité humaine, artificielle, que nous avons créée de toutes pièces pour lutter contre ce mal. Nous allons gagner parce que nous disons l'humanité d'abord, l'humanité d'accord, contre les idolâtres de l'État, contre les idolâtres de la nature. C'est cela le sens caché de cette lutte contre le Covid-19.